Bonjour et bienvenue à notre 7e webinaire pour les journalistes francophones de 2020. Donc, je suis Marthe Rubio, je suis responsable de la région francophone du réseau international de journalisme d'investigation, JIGN, et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime Domény, qui est responsable de JIGN Afrique. Donc, juste un tout petit mot avant de commencer sur notre organisation. Donc, nous sommes une organisation internationale et nous travaillons à promouvoir le journalisme d'investigation en faisant connaître au plus grand nombre de journalistes de nouvelles techniques d'enquête et en les aidant à collaborer à l'échelle internationale. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous écrire. Nous vous communiquerons nos coordonnées à l'issue du webinaire dans un mail qu'on va envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc aujourd'hui, on va voyager un peu virtuellement avec nos deux intervenants qui vont nous enseigner comment traquer les avions peut être le point de départ d'enquêtes journalistiques d'intérêt public. Avant de vous les présenter, je voudrais juste revenir d'abord sur le déroulement du webinaire. Donc d'abord, sachez qu'il sera rediffusé sur YouTube et qu'on va envoyer la vidéo à tous les inscrits. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, pas d'inquiétude. On va envoyer la vidéo après à tout le monde. Et ensuite, je voudrais vous inciter à poser toutes vos questions aux intervenants dans le chat parce que la seconde partie du webinaire en fait, est consacrée à les poser aux intervenants. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux jeunes journalistes qui incarnent parfaitement les valeurs de notre réseau, donc Laura Motet et Emmanuel Freudintal. Laura, tu es journaliste française, tu travailles au quotidien Le Monde, tu es basée à Paris et tu utilises régulièrement l'analyse de bases de données et des techniques d'investigation en source ouverte pour enquêter. Emmanuel, tu es journaliste indépendant, tu es basé à Nairobi et tu es français également et tu utilises très souvent des techniques d'investigation en source ouverte pour enquêter. Tu es également le directeur du projet Dictator Alert qui traque les déplacements aériens des dictateurs dans le monde dont tu vas nous parler tout à l'heure. Donc, tous les deux, vous avez publié ensemble en octobre une enquête dans Le Monde dans laquelle vous avez montré comment de grands patrons français ont voyagé au printemps et en plein confinement vers leur lieu de villégiature alors que l'intégralité de la population avait des restrictions de déplacement. C'est donc suite à la publication de cette enquête que je vous ai contacté, mais vous allez nous montrer pendant ce webinaire qu'en fait, on peut utiliser ces techniques pour enquêter sur de très nombreux autres sujets. Donc voilà, je vous donne la parole et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je vais commencer à partager mon écran en espérant que ça marche. Donc, comme Marthe l'a expliqué, on a fait une enquête qui a prouvé en fait que de nombreux patrons avaient voyagé pendant que le reste de la France était coincé chez elle. Laura vous en expliquera un peu plus sur ce qu'on a fait. Je voulais vous donner un bref aperçu. Donc, certains sont partis à Ibiza, d'autres dans leur maison de campagne, alors qu'il était interdit de voyager. Il y avait des genres de soupçons qu'on a pu dénicher sur le fait que certains ne suivaient pas les mesures de confinement. Mais en source ouverte, c'était pas tout de suite facile en fait de trouver ça, de prouver en fait qu'ils avaient bien voyagé. Par exemple, sur FlightAware ou Flight Radar, si vous cherchez ces avions, vous ne les trouverez pas. Par exemple, l'avion avec l'immatriculation F-HSBP, si vous cherchez ça sur FlightAware, vous aurez euh, cet écran qui vous dit qu'en fait, il est interdit de le suivre, enfin que vous ne pouvez pas le suivre. Et c'est en fait chaque patron, chaque propriétaire d'un avion privé, en fait, pourra écrire à ces sites pour leur demander de ne pas les suivre. Donc évidemment, pour des journalistes comme nous, en fait, c'est justement ceux qui veulent pas être suivis généralement qui seront les plus intéressants, pas toujours, mais souvent. Donc, comment est-ce qu'on a fait? En fait, il faut savoir que les données qui sont tous ces sites qui traquent les avions, en fait, c'est des données qui sont récoltées par des antennes qui sont installées souvent sur des toits, comme celui que vous pouvez voir sur la photo, et par des gens qui sont passionnés d'aviation généralement, ou par même les aéroports,
Et en fait, c'est les avions eux-mêmes qui envoient ces informations-là en libre, un peu comme une radio, quoi. Et donc, avec l'antenne, on peut capter ces données et les décrypter. Enfin, les décrypter, les interpréter, puisqu'en fait, c'est des données qui ne sont pas cryptées. Donc, c'est exactement comme une radio FM, sauf que c'est des données d'ordinateur. Donc, il faut quand même un ordinateur pour pouvoir les interpréter. Et en fait, il y a plusieurs milliers de ces antennes qui envoient leurs données à un autre site qui s'appelle ADSB Exchange, qui lui, en fait, si un de ses patrons, de ses propriétaires d'avions privés demande d'enlever son avion du site, de ne pas le montrer, en fait, ce site-là va dire à ce propriétaire-là que non, c'est pas possible. Et donc, d'ailleurs, par exemple, si vous cherchez le même avion enfin, pardon, c'est pas un avion d'ailleurs, c'est un hélicoptère, FHSBP, sur ce même site, vous verrez qu'il est parti de Paris à Biarritz le 5 mai, il me semble, le 16 mai. Et donc, justement, c'est un des propriétaires de ces avions sur lequel on a publié. Et Laura vous en dira un peu plus sur comment on a fait pour le trouver, parce qu'il y a évidemment des centaines, des milliers de vols par jour. Et en fait, de trouver celui qui est intéressant, c'est ça la difficulté de ce genre d'enquête. Et juste pour vous donner une idée, en fait, on peut enquêter pas forcément que sur les hommes d'affaires. Donc ça, c'est plusieurs enquêtes qui ont été faites avec les données, avec ce genre de données. Donc, par exemple, récemment, on a prouvé qu'un avion avec Spiegel, Lighthouse Reports, Asahi TV, Bellingcat et d'autres, on a prouvé en fait qu'un avion de Frontex avait observé un refoulement illégal entre la Grèce et la Turquie, donc un refoulement de migrants en fait. Donc ils enlèvent le moteur du bateau des migrants et puis ensuite ils les laissent dériver au milieu de la mer, ce qui est complètement illégal. Et donc Frontex jusqu'ici disait qu'ils n'étaient pas au courant. Et en fait avec les données d'aviation, on a pu prouver qu'il y avait un avion de Frontex qui était passé 2 fois au-dessus de ce bateau de migrants et que donc, en fait, ils étaient forcément au courant. Et d'ailleurs, le directeur de Frontex, au départ, récemment a dit qu'il n'y avait pas d'avion de Frontex ce jour-là. Et en fait, avec les données ADSB, c'était impossible de... Enfin, disons qu'il n'a pas gardé cette version-là très, très longtemps après, quoi. Voilà, pareil, on a même des avions parfois semi-militaires, on peut les traquer avec ce genre de, de, de données. Et je ne sais pas si Marthe va peut-être envoyer les liens vers tous ces articles-là pour que vous puissiez Je les ensuite partage en même temps. Ouais. Ah, ok, je les vois pas. Ok, donc c'est déjà partagé. Donc vous pouvez les lire vous-même. Et parfois, c'est aussi... voilà. Donc il y a un tas d'enquêtes qui est possible de faire avec ces données-là. De façon plus directe, c'est aussi possible de connaître les déplacements des avions qui sont utilisés par des régimes qui appartiennent à par des dictatures. Donc tous les avions du gouvernement, par exemple de Guinée équatoriale ou du Cameroun, sont aussi traqués sur le site Dictateur Alert, dictateuralert.org. Et il y a aussi plusieurs bots Twitter qui vous annoncent quand ils arrivent à différents aéroports, donc Genève, Paris, Londres, etc. Donc, par exemple, quand Bouteflika, l'ancien président algérien, est allé pour se faire dans un hôpital suisse, en fait, un des bots, celui de Genève, l'a détecté. Et puis, du coup, en fait, ces citoyens étaient au courant que le président n'était même pas là alors qu'il y avait des manifestations, etc. Et puis, c'est une des choses qui l'a poussé à partir, enfin, le fait qu'il était en Suisse. Il y a plein d'autres sites, en fait, que vous pourrez utiliser pour traquer les avions, en plus de la DSB Exchange et Dictateur Alert. Il y a Plane Spotters, donc ça, c'est des gens qui sont passionnés d'aviation, en fait, qui se mettent à côté des aéroports et qui prennent des photos d'avions. Et donc, souvent, si c'est des avions un peu intéressants, en fait, eux, ça les intéresse encore plus. Du coup, nous, c'est bien aussi. Il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle airframes.org qui vous permet de chercher plus d'informations sur un avion.
c'est pas toujours hyper à 100% fiable, mais ça gagne beaucoup de temps. Et je vous encourage aussi à aller voir la page, le guide qui a été fait par le GIJN, pardon, pour, euh, pour apprendre à traquer les avions. Donc là, il y a plein de ressources qui vous permettront en fait de faire ce genre d'enquête. Voilà. Je laisse la parole à Laura qui va nous expliquer un peu plus en détail comment on a fait pour cette enquête-là. Et voilà. Ouais, je vais partager mon écran aussi, du coup. Hop. C'est bon, vous voyez la présentation? Ouais. Ouais, ok. Parfait, ouais. Donc là, du coup, Emmanuel vous a présenté des outils qui peuvent être accessibles sans coder. Là, ce qu'on va vous montrer ensuite, c'est des choses qui demandent un peu plus de technique. Je vais vous raconter tout ça. Le point de départ, c'est qu'on n'avait pas de... Enfin, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on n'avait pas de source. C'est-à-dire qu'on n'avait personne qui nous a dit « Ah tiens, j'ai vu passer tel ou tel PDG », parce qu'on a par exemple M. Bouygues dans la liste des PDG dont on parle. Le point de départ, c'est Emmanuel qui vient me voir en me disant je maîtrise très bien les données aéronautiques, il y a peut-être un truc à faire sur le confinement. Et moi qui ai un peu l'esprit mal tourné et qui me dit j'ai aucune source, mais je suis sûre que si on cherche, on trouvera quelqu'un qui a voulu passer des vacances pendant ce confinement. Donc l'idée, c'est qu'on a fait un papier classique. Voilà, il y a juste un petit graphique comme ça qui montre le fait que l'aviation d'affaires a finalement repris assez rapidement après le début du confinement, alors que le reste est resté très très bas, l'aviation traditionnelle ou l'aviation low cost. Mais c'est tout, et l'idée c'est que c'est vraiment, on peut faire de l'enquête data et avec beaucoup de techniques derrière et finalement sortir une enquête tout à fait classique. Donc, l'idée, comme vous l'a expliqué Emmanuel, c'est que les données d'ADSB Exchange, elles sont liées à des antennes. Et donc, tout simplement, l'antenne vous indique quels avions passent au-dessus de l'antenne. Donc, il a fallu en fait essayer de sélectionner des villes ou des aéroports qui nous paraissaient intéressants et ensuite sélectionner les antennes qui n'étaient pas loin. Qu'est-ce que j'appelle intéressant, c'est que comme je disais au départ, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer de trouver des gens qui partent en vacances. Donc on a sélectionné, j'ai fait une liste de 80 aéroports, principalement en France, une soixantaine en France et d'autres à l'étranger, qui sont des lieux de villégiature assez connus pour les personnes riches en France. Donc, on a évidemment des choses un peu jet set comme Ibiza, des endroits comme Ancona en Italie qui sont, là, sur la côte amalfitaine. Voilà, on a d'autres endroits assez classiques comme Arcachon, Dinard. Et l'idée, c'était de se dire, on prend volontairement pas des villes dans lesquelles les gens peuvent faire du business ou travailler pour qu'on ait déjà un peu une idée sur le fond le motif de leur déplacement. Si vous voulez, sinon si on prend un Paris-Londres, c'est bien plus difficile de savoir si la personne allait faire du tourisme ou pas. Donc pour ça, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle Géofabrique. Il y en a plein d'autres. L'idée, c'est que sur Géofabrique, vous pouvez du coup récupérer des coordonnées GPS, c'est-à-dire aller sur un aéroport et récupérer des coordonnées GPS qu'ensuite on mettait, vous voyez juste là dans mon tableau, de façon à ensuite pouvoir faire une requête sur les antennes ADSB et donc récupérer des données. Qu'est-ce qu'on récupérait On récupérait un certain nombre de choses qui étaient intéressantes, dont le code ICAO, qui correspond plus ou moins, alors en grande ligne, qui correspond plus ou moins à une immatriculation. C'est pas ce que vous allez voir au bout de la queue d'un avion, mais en gros, pour faire simple, ce code-là change très rarement et de mémoire, il change quand il est vendu à un propriétaire, à un autre propriétaire, l'avion. Mais voilà, ça change assez peu. C'est ça qui va nous servir de lien pour ensuite essayer de retrouver l'immatriculation de cet avion et donc le propriétaire. Ce qui était important, c'était l'altitude aussi, puisque l'antenne, elle ne fait pas du tout la différence si votre avion il passe au-dessus et qu'il ne s'arrête pas dans l'aéroport,
ou si l'avion atterrit. Donc évidemment, on a dû trier et retirer les avions qui étaient à plus de, alors de mémoire, 500 pieds, ça doit être même un peu moins, de façon à ne repérer que les avions qui étaient assez proches du sol et donc de notre antenne radar. On avait évidemment un élément qui s'appelait post-time qui correspond à la date et à l'heure à laquelle cet avion a été repéré par le radar. On avait un élément sur le type. Alors ça, c'est une information qui est pas systématiquement bonne, mais qui peut être intéressante. Ça peut être la taille de l'avion. Voilà, pour faire simple, ce qu'on récupère. Et donc, on se retrouve avec ça. Une fois qu'on se retrouve avec ça, il va falloir faire énormément de tri, puisqu'en fait, il y avait un nombre assez incalculable d'avions. Et pour l'instant, on avait juste voilà, leur code ICAO, donc on ne savait pas encore les matcher. Donc, ce qu'on a fait comme type de tri, c'est déjà retirer les avions commerciaux, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément intéressé par raconter les personnes comment dire, qui étaient rapatriées sur un vol Air France, c'est moins intéressant. Parfois, les avions militaires laissent leur antenne radar allumée, donc c'est pareil, ça ne nous intéressait pas forcément. On était intéressé par contre par faire ressortir tous les avions qui ne souhaitaient pas être traqués. Donc Emmanuel vous a montré en début de présentation des gens qui ne veulent pas être vus sur Flight Radar et autres. Donc ces gens-là, on voulait les remonter parce que ça pouvait être potentiellement des gens intéressants, qui en tout cas pensaient ne pas pouvoir être suivis. Et puis, il nous fallait aussi retrouver des infos sur les propriétaires. Donc faire matcher l'ICAO à l'immatriculation et ensuite aller récupérer sur les bases de données d'immatriculation nationale qui généralement sont ouvertes en tout cas, qu'on peut interroger pour retrouver le nom du propriétaire. Voilà, et enfin aussi essayer de repérer les avions qui ont pu être sur des listes Paradise Papers ou Panama Papers qu'Emmanuel avait. Donc ça ressemble à quoi? Là, je vous ai mis le registre français. Le gros souci du registre français, c'est qu'il faut lui donner une immatriculation. Et ensuite, vous pouvez savoir à qui appartient l'avion. Mais si vous faites ça à la main, ça va être très, très long. Vous pouvez voir en bas de la slide un élément, ils mettent données du registre. C'est un faux ami, ça n'est pas l'ensemble du registre en open data. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça ne correspond à pas grand-chose. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû scraper, c'est-à-dire aspirer ces différentes bases de données de façon à faire un matching donc, entre les avions qu'on avait vu passer avec les radars et les propriétaires. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc, par exemple, mon fameux hélicoptère FHS-BP, qui est donc l'hélicoptère qui est utilisé par messieurs Bouygues et Pinot ensemble, était enregistré dans une société écran qui s'appelle SCAR. Voilà, donc on avait quelques infos dessus. J'insiste sur un point, c'est pas parce que vous avez le propriétaire que vous savez qui est dans l'avion. Le propriétaire peut prêter son avion, il peut aussi le louer, puisque les avions, ça coûte très très cher. Donc là, c'est juste un début de piste pour commencer à enquêter sur voilà, qui est derrière SCAR et qui était bien dans cet avion. Donc pour faire ça, je vous ai mis un petit bout de code. Donc là, c'est un petit bout de code pour aspirer les données. Là, ça devait être le registre, je ne sais plus si c'est le registre français ou celui de l'Île-de-Man. Donc voilà, vous avez l'idée. Donc ça demande un peu de technique quand même. Je vous ai mis un bout de code aussi d'Emmanuel, parce que moi, je codais en Python et Emmanuel en R. Mais l'idée dans les deux cas, c'était comment dire, d'allier nos forces, parce que finalement, on échangeait des tableurs, des CSV, donc il n'y a pas tellement de problème avec le fait qu'on code de manière différente. Lui, son code, si vous arrivez à peu près à le lire, il permet de faire tout ce qui est le matching, c'est-à-dire de repérer quelles sont les listes. Donc FAA bar, c'est les gens qui ont demandé à être retirés, par exemple des sites comme Flight Radar, retirer les vols commerciaux, retirer les vols, mettre en valeur les vols Paradise Papers. Voilà. Donc, ça finit par nous donner ça. Donc, vous voyez, on se retrouve avec un fichier, on a l'ICAO, on a la date, la première fois où l'avion a été repéré dans cet aéroport-là, la dernière fois. L'altitude, comme je vous disais, le premier, par exemple, c'est 40 000 pieds, donc il ne s'est pas arrêté.
et puis le pays, l'immatriculation, et puis qui possède cet avion-là. Donc déjà, qui possède cet avion-là, ça peut être un premier point pour aller creuser. Hem, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à faire j'ai fait un petit scoring rapide en me disant, il va falloir enquêter, un certain nombre de vols. Hem, Sauf que ça va me demander beaucoup de temps, et je peux pas enquêter 800. Je crois qu'on avait à peu près 800 vols, qui nous intéressaient sur la période et dans les aéroports sur lesquels on avait travaillé. Et donc j'ai fait un petit scoring que vous voyez à droite. Le scoring était basé sur plusieurs choses. Bon, d'une part, les lieux, bon, on n'avait que sélectionné pratiquement que des lieux de villégiature. Ensuite, les dates de trajet, c'est-à-dire que j'étais particulièrement intéressée par des vols qui partaient par exemple le vendredi et qui rentraient le dimanche à Paris ou le lundi à Paris. Je repérais les avions qui faisaient assez peu de vols, parce que par exemple, vous en avez un là, juste là, où je mets nombreux allers-retours, Nice-Rabat, mais voilà, probable location. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet avion, tous les jours, il bougeait. Et il bougeait dans des endroits qui n'étaient pas forcément rationnels pour qu'une personne passe son temps à faire le tour du monde comme ça pendant des mois et des mois. Donc, par exemple, ça, typiquement, c'était probablement une location. Donc, ça allait être un peu moins intéressant pour moi parce que plus difficile à enquêter. Voilà, en gros, ce que j'ai vu, qu'on a commencé à scorer. Et donc, à la fin, on avait une liste de 20 vols. 20 vols qui, du coup, nous permettaient de pouvoir creuser très concrètement, savoir qui y avait à bord, et faire tout le travail de renseignement finalement humain et d'OSINT. Donc là, je vous ai mis une petite photo de l'hélicoptère de messieurs Bouygues et Pinault à l'aéroport de Dinard. Donc une fois qu'on avait ces 20 vols, il a fallu faire un travail classique de source et de terrain, c'est-à-dire aller sur place, essayer de trouver des gens qui étaient présents pour confirmer qu'il y avait à bord. C'était pas une mince affaire parce que c'était le confinement, donc il y avait très peu de gens. Les aéroports étaient fermés aux vols commerciaux, donc il y avait vraiment il n'y avait pas, un certain nombre de sources habituelles sur place. Et puis, il a fallu faire des recherches aux INT aussi, c'est-à-dire essayer d'aller regarder tous les comptes personnels des personnes concernées, celles de leur famille, trouver les lieux de villégiature, les images satellites pour essayer de voir si on les repérait dans leur piscine ou autre. Et puis, comme je disais, le travail de terrain classique dans ces moments-là, obligatoire dans ces moments-là, pardon. Donc voilà, j'ai essayé de faire assez court. Évidemment, si vous avez des questions, on vous racontera ça plus en détail. Merci d'avoir suivi la présentation. Vous avez nos contacts avec Emmanuel. Puis on vous a mis quelques ressources que Marthe postera aussi, qui résument un peu ce qu'on a fait, à la fois en anglais et en français. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Juste une question, du coup, ça vous a pris combien de temps tout ce travail-là? Parce que quand tu le racontes comme ça a l'air assez facile. Enfin, non, ça n'a pas l'air facile, mais j'ai du mal à mesurer combien de temps justement. Les recherches SINT à la fin, ça a pris combien de temps aussi Je dirais, alors on n'était pas à temps plein, mais je dirais au moins 1 mois à temps plein et après beaucoup de temps en parallèle. Toute la difficulté, c'était que notamment, on a fini d'enquêter cet été, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient en vacances, qui ont profité justement de l'absence de confinement pour partir. Donc ça a pris du temps. Après, je pense que maintenant, ça me prendra un peu moins de temps parce que une fois qu'on commence à avoir les sources, ça va un peu plus vite. Et puis, pouvoir enquêter dans des conditions un peu plus normales, c'est-à-dire par exemple, dans des aéroports où il y a plus de monde, où il y a un service restauration, où il y a des gens de plein de compagnies différentes, ça peut aider à aller beaucoup plus vite aussi. Très bien. Ok. Du coup, Maxime, on va passer aux questions va poser les questions des participants, va vous poser les questions. Donc, je te donne la parole, Maxime. On ne t'entend pas, par contre. Désolé. C'est bon maintenant, j'imagine. Ok, on a eu quelques questions ici. Il y a par exemple quelqu'un qui voulait savoir pourquoi la DSB Exchange ne cache pas ses avions, mais les autres, oui. Est-ce qu'il y a une raison commerciale ou légale derrière? Donc en fait, il n'y a pas vraiment il y a une raison commerciale, je pense,
pour les autres sites, en fait, à un moment, en tout cas, et encore, en fait, quand on est propriétaire d'un avion, on peut payer un abonnement pour en fait voir son propre avion sur le site. Donc pour certaines sociétés, ça peut être intéressant. Hein, il y a un moment où il faisait payer, il me semble, hein, le fait d'enlever un avion. Donc ça pouvait être intéressant pour eux. Après, ces sociétés-là, en fait, leur, leur revenu principal, je pense que c'est de vendre ces informations aux sociétés commerciales d'aviation. Donc, en fait, ce n'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir un procès de la part d'un propriétaire d'avion privé ou quelque chose comme ça. Du coup, pour eux, c'est plus facile de les enlever. Je crois que c'est ça, en fait, les raisons principales. Et elles vendent aussi ces données assez chères. Donc ça peut facilement faire dans les milliers de dollars, quoi. Si, par exemple, on prend une semaine d'aviation en Europe, ça peut facilement faire enfin, une semaine de données d'aviation en Europe, ça peut facilement faire dans les milliers de dollars. À DSB Exchange, en fait, je pense que c'était je ne sais pas exactement leur schéma commercial, mais c'était à la base quelqu'un qui était passionné d'aviation et qui justement était un peu énervé du fait de ne pas pouvoir trouver les avions qui pouvaient même capter avec sa propre antenne sur ces données, sur ces sites-là. Et du coup, c'est quelqu'un qui croit en fait en la liberté de traquer n'importe quel avion, quoi. Que ce soit les avions militaires ou privés y compris. Et du coup, c'est de là que ça vient. Et c'est pour ça qu'il, par principe, en fait, il n'enlève pas les données d'avions privés qu'il le demande. Justement, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quel est le risque légal, par exemple, pour ceux qui Ouais. partagent les informations et pour le journaliste qui les exploite. Donc, c'est assez difficile à dire, en fait. Donc, pour la personne qui est à l'antenne, en théorie, il n'y a pas vraiment de risque, quoi. Parce que, par exemple, pour les autres sites comme FlightAware, FlightRadar, ils ont des milliers d'antennes dans tous les pays du monde. En fait, d'avoir l'antenne, apparemment, ça ne pose pas de risque légal. Euh, Ceci dit, et donc ça n'a pas été, il n'y a pas eu de cas au tribunal que je sache concernant ces antennes-là. Et du coup, c'est assez difficile de savoir ce qui se passerait si jamais il y a quelqu'un qui, euh, qui se faisait faire un procès à cause de ça. Parce qu'en fait, il y a peut-être des choses, des questions au niveau de la vie privée, des choses comme ça, mais en fait, c'est un peu difficile parce que c'est comme une radio FM, donc en fait, c'est des données qui ne sont pas cryptées. Donc bon, c'est comme si on émettait des informations à propos de soi-même sur une radio FM, ce serait difficile ensuite de se retourner et de dire que ces informations-là ne peuvent pas être utilisées, quoi. Euh, Après, pour le journaliste, là, c'est vrai que comme on connecte différentes informations, donc notamment les propriétaires d'avions, peut-être qu'ils ont fait, comme Laura a expliqué, en fait, l'enquête, c'était énormément de boulot d'entretien et de données qui n'étaient pas des données publiques, en fait. Euh, du coup, là, il y a peut-être plus de... Disons qu'il faut prouver il faut avoir un intérêt public, en fait, à diffuser ces informations-là. Je pense que si on faisait la même chose sans qu'il y ait un intérêt public, ce serait peut-être différent. Ouais. C'est ça, ouais, je voulais ajouter, du coup, nous, on était dans le cas où il y avait des gens qui contrevenaient à la loi. Moi, je chronique pas tous les jours ce que tel ou tel dirigeant de LVMH fait ces week-ends. Mais par contre, là, il y avait une loi qui était claire et donc on était clairement dans dans le cas de l'intérêt public que de raconter qui contrevenait à cette loi-là. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de craintes par rapport aux questions légales. Pour prendre l'exemple de Bouteflika, par contre, typiquement, je ne sais pas s'il aurait il aurait peut-être pu attaquer en disant c'est ma vie privée. En même temps, comme on dit, on voit l'intérêt pour un journaliste de raconter ça aussi, Ouais. puisqu'il Pour a quitté le Boutet, pays. Mais voilà, enfin, si en tout cas vous prouvez que quelqu'un contrevient à la loi ou à un discours qui est différent de ce qu'il disait pour l'exemple de Frontex, il n'y a pas de souci, quoi.
Et Et- pour justement, et c'est aussi pour ça, pour Dictateur Alerte, qu'en fait, on traque les avions du gouvernement. Donc, l'avion, par exemple, de Bouteflika, c'était l'avion du gouvernement algérien. Donc, c'est un avion public, en fait. Euh, et pareil pour les autres avions qui appartiennent à des dictatures, en fait, c'est des avions publics. Et ça a un intérêt, enfin, c'est d'intérêt public, puisqu'en fait, les citoyens de ces pays-là savent pas forcément où vont leurs présidents, où vont leurs avions. Et c'est pas toujours, disons, dans l'intérêt du gouvernement, enfin, du pays, en fait, que ces avions voyagent. Hein. Par exemple, euh, le président Biya, quand il se rendait à Genève, maintenant il se rend un peu moins à Genève, mais c'était souvent avec un avion de location, et là, mais payé par le gouvernement camerounais. Quoi. Donc là, ça a clairement un intérêt public de diffuser ces informations-là. Ok. Il y a une question il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que c'est plus compliqué avec les avions militaires, par exemple? Ouais, donc avec les avions militaires, en fait, vous imaginez bien que si un Rafale pouvait détecter avec une antenne à 10 euros ou à 10 dollars, hein, bon, pour un avion qui coûte je sais pas combien de millions d'euros, disons que ce serait un peu pourri, quoi. Et du coup, eux, ils peuvent en fait éteindre leur ADSB. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a un avion militaire qui a passé le mur du son à Paris. Et ça a fait un énorme boom. Et tout le monde se demandait en fait ce que c'était. Et bon, évidemment, moi, je me suis mis tout de suite à essayer de trouver. Et en fait, j'ai pas trouvé l'avion. Il était invisible. Bon, il était audible, mais invisible sur les radars. Ouais. Donc, les avions militaires, pas toujours. Mais par contre, les avions de, euh, de contractants militaires, souvent, sont visibles. Quoi. Et puis, en fait, il faut se rappeler que c'est un système qui évite aux avions de se rentrer les uns dans les autres. Donc, chacun a intérêt quand même à ce que son avion soit représenté dessus. Une question pour Laura. Il y a un participant qui dit, lorsque vous géocodez un certain périmètre, qu'il suppose que c'est autour d'un aéroport, dans ce cas, quelle est plus ou moins la superficie que vous définissez pour englober l'aéroport en question? Alors du coup, ça c'était une discussion qu'on avait avec Emmanuel. Au départ, je faisais des superficies très très collées aux aéroports. Et en fait, sur certaines fois, on n'avait aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois l'antenne ADSB, elle est dans l'aéroport même. Parfois, c'est des passionnés d'aviation qui habitent à 500 mètres de l'aéroport. Et donc, il faut pouvoir les capter. Donc finalement, je ne sais pas si je peux vous remettre la slide si besoin, mais finalement, j'ai élargi un peu plus. Je peux vous la repartager. Finalement, j'ai élargi un peu plus de façon, voilà, de façon à avoir un périmètre beaucoup plus large. Puisque de toute façon, il fallait ensuite, après, trier et retirer, par exemple, les avions qui n'auraient pas atterri et donc qui avaient une altitude bien plus importante. Voilà, donc finalement, on avait des périmètres un peu plus larges. Je n'ai pas le nombre de mètres carrés exact, quoi, mais l'idée, c'était d'inclure, par exemple, vous voyez, là, juste l'aéroport est juste là, c'est la forme caractéristique des pistes, mais je prends aussi la ville juste à côté, collée à l'aéroport, de façon justement à englober des passionnés d'aviation qui pourraient avoir une petite antenne. Et effectivement, c'est ça qui fonctionnait. Voilà, une autre question, l'ID, est-ce que c'est l'identifiant unique du transporteur? Non, 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 c'est un ID qui n'a pas d'intérêt, qui ne contient pas d'informations, quoi. Ce qui nous intéressait, c'est surtout le code OSCI. Le code OSCI, en fait, ou ICAO, c'est un code qui est en fait transmis par l'avion à, la, de- à ses antennes. Et du coup, mais qui est pas comme Laura disait, c'est pas le numéro vraiment d'immatriculation de l'antenne, puisque c'est pas celui qui est marqué en fait sur l'avion. Donc, comme l'hélicoptère dont on parlait, le numéro F, HS, je ne sais plus quoi.
En fait, ça, c'est écrit sur l'avion, mais le code euh, ICAO ou Xcode, en fait, c'est pas écrit. Et pour faire la correspondance entre les deux, généralement, c'est dans les registres d'immatriculation des avions. Donc, le registre sait que pour tel code, c'est telle immatriculation, mais le registre français, en fait, eux, bizarrement, ils n'ont pas cette, cette correspondance. Mais par exemple, si vous allez sur Airframes ou sur le registre de la fédération, l'administration fédérale d'aviation américaine, là, on peut voir ces correspondances pareilles pour les Anglais, mais en France, il n'y a pas ça. Et voilà, il y a un participant qui voulait savoir, est-ce que vous avez essayé de voir pendant le second confinement ce qui s'est passé est-ce que vous avez mis en place une veille pendant le second confinement pour savoir si les mêmes pratiques ont eu cours? Alors non, du coup, mais ça peut tout à fait être refait. Euh, ça pourrait être fait. Là, on a sorti l'article quand même assez tard, pratiquement juste avant le premier second confinement, donc on va peut-être pas faire ça tous les jours, mais voilà, on s'y remettra peut-être après. Alors, Emmanuel, est-ce que tu veux bien nous revenir un peu sur quelques disons, quelques sujets, quelques gros sujets sur lesquels Dictators Alert a travaillé récemment en Afrique francophone par exemple. Bon, tu as cité par exemple tout à l'heure le Cameroun. Voilà. Est-ce que il y a des exemples que tu voudrais partager davantage avec nous sur l'Afrique francophone? Donc, Dictator Alert, en fait, c'est un projet qui est automatique pratiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on a 200 avions qui appartiennent à des dictatures. Donc, souvent, les gens demandent qu'est-ce que c'est une dictature. C'est en fait, enfin, comment on définit, comment on choisit Les ce que définir, c'est justement. Ouais, donc c'est en fait, on utilise l'index de démocratie de The Economist. Donc tous les ans, ils remettent ça à jour. Donc c'est ça. Donc quand c'est autoritaire, qui est en fait le truc le moins démocratique, là on le met dans. Là, on cherche les avions en fait que ce gouvernement utilise. Et du coup, il commence à être traqué sur le site. Et en fait, ce que le site fait, c'est que quand l'avion quand on détecte un atterrissage ou un voyage de l'avion, on le met sur le site et généralement on essaie de détecter l'atterrissage. C'est pas toujours possible en fait, ça dépend un peu de la qualité des données, comme Laura a expliqué. Donc par exemple, s'il y a par exemple en Afrique, il y a assez peu d'antennes qui donnent leurs données à ADSB Exchange, qui sont les données qu'on utilise. Euh, et du coup, en fait, il y a des pays entiers hein, où on n'a pas de données. Donc l'avion, on le voit disparaître quoi, dans euh, dans les données, mais on ne sait pas où il a atterri. On le voit disparaître à 40 000 pieds. Quoi. Et donc, parfois, on a des données qui sont un peu meilleures. Donc, par exemple, à Paris, Londres. Et là, on peut voir l'avion qui atterrit et l'ordinateur, en fait, calcule et puis, du coup, dit que voilà, l'avion de tel pays atterrit à tel endroit. Et ça, c'est visible sur le site dictateuralert.org. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent héberger des antennes en Afrique, on peut leur en envoyer pour qu'ils augmentent notre couverture et puis pour permettre de traquer leurs gouvernants aussi, quoi, de mieux traquer leurs gouvernants. Donc au niveau tu me demandais au niveau des projets, en fait, donc, du coup, le site lui-même, il n'a pas de projet. Et moi, j'ai parlé de 2-3 enquêtes qu'on avait fait, donc la Frontex par exemple, ou une enquête avec l'OCCRP euh, avec Kira Zalan sur les mercenaires, les sociétés privées qui font de la surveillance pour les drones en Somalie, donc qui tournent autour de certaines cibles futures. Puis après, il y a un drone qui arrive et qui les bombarde. Ça pose un tas de problèmes sur en fait la responsabilité de sociétés privées dans la guerre. Donc ça, c'est une autre enquête qu'on a fait grâce à ces données-là. Voilà, J'espère. il y a justement quelqu'un qui veut savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des pays où
les antennes sont particulièrement, le nombre d'antennes est particulièrement faible? Bah, dans toute l'Afrique, en fait, c'est particulièrement faible. On a une Il y a antenne. déjà des comparaisons, par exemple, comparé à la France ou Non, en aux France, pays africains? bah, disons, je pense qu'il doit y avoir moins d'antennes en Afrique que d'antennes à Paris, quoi. A priori. Bon, je n'ai pas vérifié, hein, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'en Afrique, en gros, il y en a quelques-unes au Maroc. Il y en a une qui envoie ces données à DSB Exchange. Il y a des antennes qui envoient leurs données à d'autres sites comme Flight Radar ou FlightAware. Et je voyais quelqu'un poser la question, quel est l'avantage en fait d'utiliser ces sites? Et c'est qu'en fait, ils ont une couverture qui est bien meilleure. Donc, par exemple, l'avion qui a déporté cet opposant rwandais qui était accusé de crimes de guerre, je crois, depuis Dubaï jusqu'au Rwanda. Et tout le monde se demandait comment il est arrivé là. Donc cet avion-là, en fait, il me semble que c'était possible peut-être de le trouver sur un de ces sites-là. Il y a FlightAware, Flight Radar 24 et Radarbox, c'est les 3 sites qui ont leur propre antenne. Donc eux, ils ont beaucoup plus d'antennes qu'à DSB Exchange. Donc c'est ça l'avantage en fait. Mais bon, si l'avion que vous cherchez n'est pas sur ce site-là, bah, en fait l'avantage il est nul, quoi. Donc en Afrique, il y en a très peu d'antennes. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a par exemple des risques que les gens dissimulent davantage les données des vols? Maintenant que, par exemple, il y a des outils comme ça pour les traquer, que les journalistes s'y intéressent davantage, est-ce que vous craignez que, par exemple, dans les semaines, les mois, les années à venir, que ce soit plus compliqué de trouver ces données? Bah, ça serait, disons que ça serait pas très intelligent de couper son radar, enfin son ADS-B en volant, parce que l'idée c'est que c'est un système anti-collision, pour faire simple. C'est-à-dire l'avion dit émet je suis là pour que les autres sachent qu'il est là. Donc il y a de vrais risques pour les gens qui sont à bord de l'avion de couper ce système-là. Donc non, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'un des avions qu'on avait traqué, dont on a parlé, était disponible avant sur FlightAware et depuis a été retiré. Bon, pour nous, ça ne change rien parce qu'on ne tirait pas nos données de FlightAware. Mais la seule chose que peuvent faire en fait les personnes qui prennent ces avions, c'est demander à être retirés de FlightAware. Donc les sites facilement utilisables. Mais couper la DSB, ce serait suicidaire, quoi. Ce qui est parfois possible, en fait, aux États-Unis, ils veulent faire un système pour anonymiser plus les avions. Qui en fait aurait des numéros ICAO qui changent. Donc en fait, tu ne saurais pas quel avion c'est. Donc il y a ça. Et puis il y a certains pays en fait où tu peux changer de mode, où du coup c'est un mode où tu donnes moins d'informations, donc notamment les coordonnées GPS. Et donc on voit parfois certains avions, suivant le pays où ils sont, en fait, ils donnent moins d'informations. Mais en France, il me semble que on a vérifié, mais il me semble que c'est plus ou moins obligatoire d'avoir le mode S. C'est obligatoire, sauf pour vraiment les petits avions qui volent à vue, les petits avions, voilà, pas des jets, quoi. Sinon, l'autre façon de dissimuler, je ne sais pas s'il y a des propriétaires d'avions qui... J'espère que non. Mais sinon, une façon assez efficace de dissimuler les avions, et ça justement, c'est ce qu'on pense que la famille d'Ali Bongo fait au Gabon, c'est qu'en fait, tu prends une société de leasing, de location d'avions, et là, tu leur donnes ou tu leur vends ton avion, et la société, de temps en temps, loue l'avion à d'autres personnes, et puis ton nom, il est caché, donc on ne peut pas savoir que c'est toi, et puis c'est difficile de prouver que quelqu'un est dans un avion, et du coup, ça, c'est une façon de camoufler ça aussi. Donc en fait, ouais. Voilà, il y a une question d'un participant qui voulait savoir en quoi, par exemple, les données des communications, des tours de contrôle peuvent être utiles en journalisme. En fait, ça, c'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a une personne qui m'envoyait des exemples. Et c'est vrai qu'il y a quelques exemples où d'avoir ces données-là, ça peut être utile. Donc, par exemple, s'il y a un président à bord d'un avion, parfois ils le disent pour éviter d'attendre, quoi. Du coup, ça peut être utile
de savoir d'avoir ces données-là. Après, moi, personnellement, je n'ai pas encore fait d'enquête en utilisant ces données-là. Ouais, mais potentiellement, ça peut être utile. Voilà, il y a une question, il y a quelqu'un qui dit ici, de nombreuses sociétés d'écran et de dictateurs font immatriculer leurs avions dans les petites îles des Antilles, un paradis fiscal situé au large du Venezuela. Quel avantage présente cette immatriculation? Est-ce que c'est plus difficile à traquer? Ça, c'est une bonne question aussi. J'avoue que ce n'est pas un truc, peut-être Laura a regardé ça, mais moi, je ne sais pas. En gros, il y a peut-être des avantages fiscaux à faire ça, peut-être des avantages juste en termes de... Enfin, je crois qu'il y a des avantages fiscaux. Il y a des avantages en termes de facilité aussi pour créer le, la compagnie. Et oui, c'est vrai que ça dissimule d'une certaine façon, mais après, il y a quelques endroits où en fait, c'est assez facile d'avoir les, euh, les propriétaires des avions, même si c'est dans des pays qui sont vus comme des paradis fiscaux. Parfois, ça peut être un peu surprenant à ce niveau-là. Oui, du coup, pour répondre, alors nous, on n'a pas du tout eu de... finalement, au niveau du ciel européen, parce que nous, ce qui nous intéressait, pour dire schématiquement, c'est les avions qui partaient de Paris et qui allaient vers des zones de villégiature, en France ou de manière assez proche au Maroc, par exemple, et tout ça. Et donc, en fait, on avait très peu d'avions d'Aruba ou d'îles immatriculées en Amérique centrale. Par contre, le grand classique en Europe, c'est l'immatriculation soit à Malte, soit à l'île de Man. Donc l'île de Man, qui est une île entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que il y a clairement des avantages fiscaux. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux îles, si vous immatriculez vos avions là-bas, vous avez le droit de voler au-dessus de l'espace aérien européen, tout en acquittant des taxes à l'immatriculation très faibles. Donc généralement, les gens de mémoire, il y avait Lewis Hamilton, enfin ça c'est des choses qui sont sorties dans les Paradise Papers. Donc les gens vont s'immatriculer plutôt à Malte et à l'île de Man pour des raisons plutôt fiscales, puisque par rapport, pour donner la question de la transparence, nous on a scrappé, donc on a aspiré les bases de données d'immatriculation de ces deux pays sans trop de soucis, quoi. Donc c'est pas forcément une question de discrétion. Ok, bon, disons, l'avant-dernière, est-ce que c'est possible de traquer les drones militaires, par exemple? Ouais, donc en fait, c'est un peu comme les avions militaires, hein. Donc en soi, un drone, par exemple, sur l'enquête sur Frontex, en fait, on a vu qu'il y a un drone turc qui faisait des allers-retours sur la côte, mais je pense que c'était plus lié à des questions militaires. Euh, mais on peut le voir, hein, celui-là. Mais sinon, en Somalie, par exemple, on ne voyait pas du tout les drones. Donc là, pareil, si c'est un drone de surveillance, peut-être pour éviter dans une zone où il y a beaucoup d'avions, ils vont peut-être le mettre la DSB pour être sûr de rentrer dans personne. Mais si c'est un drone qui va bombarder des gens, bon, pareil, si avec une antenne à $10, c'est possible de voir le drone arriver, ça perd un peu de son efficacité. Voilà, dernière question. Voilà, c'est vrai que vous avez déjà dit qu'après la collecte des données, vous faites un travail de terrain. Mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, en fait? Comment est-ce que vous avez fait ce travail de terrain pour identifier l'occupant de l'appareil ou les occupants des appareils? Alors, bon, je vais essayer de répondre sans dévoiler les sources. Non, en gros, il y a tout un travail de terrain. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a le propriétaire, on ne sait pas qui était à bord de l'avion. Donc, il faut trouver des gens sur place qui ont vu qui est monté à bord, qui est descendu. Je peux pas forcément répondre avec beaucoup plus de précision parce qu'il y a le secret des sources. Euh, mais voilà, il y a tout un travail d'aller convaincre des gens qui ont vu euh, qui est monté, qui est descendu. Ouais, pour ajouter là-dessus, Laura a fait un travail énorme quoi, de contacter je ne sais pas combien de dizaines et des dizaines de personnes pour en trouver quelques-unes qui allaient lui parler. Quoi. Ouais, non, ça, en fait, c'est ça la partie souvent la plus difficile quoi, de ce genre d'enquête, c'est de savoir qui est dans l'avion.
et trouver des gens qui peuvent le dire, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment pas facile, hein. Merci beaucoup, Laura. Merci, Emmanuel. Je vais repasser la parole à Marthe pour la conclusion. Marthe, le micro est fermé. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour le webinaire. C'était vraiment passionnant et très utile. Donc, on va rediffuser ça sur YouTube et le renvoyer à toutes les personnes qui ont été inscrites. On va aussi envoyer toutes les ressources qui ont été partagées dans le chat, les guides de JLGN pour traquer les avions, l'enquête qui a été publiée dans Le Monde et les différentes enquêtes qu'a publié Emmanuel aussi par ailleurs avec Dictator Alert. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à nous écrire pour poser des questions. Et encore merci à tous les deux, à Maxime et à Andrea qui est derrière la technique. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.